je suis Mayolek et je suis Disneyphile, qui veut parler du nouveau Reine des Neiges. À sa sortie, Encanto est devenu le phénomène Disney du moment, célébré pour des raisons très saisissables et d'autres un peu obsessionnelles. On ne peut nier que c'est une œuvre qui a marqué. Et à mon sens, même si ça n'atteint pas tout à fait le niveau chef-d'œuvre Disney, ça mérite la reconnaissance que ça a. Nous suivons les Madrigal, famille colombienne qui s'est vu donner des super pouvoirs divers à travers une bougie miracle de Dieu, ou du chupacabra, je sais pas, c'est de la magie qui sort de nulle part et qu'on n'explique pas, et qui auront bâti une communauté soudée autour de leurs dons. Plus précisément, on se centrera sur Mirabel, jeune malchanceuse qui n'a pas eu droit à son pouvoir attitré, ce que les habitants semblent adorer lui rappeler. Livraison spéciale pour la selle des Madrigal qui n'a aucun don. C'est donc une livraison spéciale qui n'a rien de spécial parce que tu n'as aucun pouvoir. La dernière cérémonie, c'était une vraie catastrophe. Forcément, la dernière, c'était la tienne et ça n'a pas marché. Merci, connard, on est content de vous venir en aide. Si j'étais toi, je serais vraiment très triste. Et puis je dis ça, mais j'ai quand même des doutes sur cette absence de super capacité. Ce moment-là, il se passe pas en vrai, c'est une sorte de vision du futur. Il y en avait presque partout. La maison se sentait mal. Ou bien la maison s'est reconstruite elle-même derrière son dos pour lui faire une blague. Et pareil à la fin. Elle voit le passé. C'est un peu l'impression que ça donne. Mais bon, on va juste dire que c'est de la mise en scène maladroitement trompeuse, car évidemment Mirabel n'est pas une super. Et le film jouera sur sa considération personnelle, en instaurant un mystère sur l'état de santé du miracle magique de la famille représenté par leur casita, qui semble s'écrouler dans l'ombre. Tout tourne donc autour d'une intrigue dramatique familiale qui atteint des pics d'émotions fortes à plusieurs moments, mais qui représente aussi une légère faiblesse globale du film. Ce n'est pas spectaculaire. On nous pose dans un cadre terre-à-terre où tout se règle par la discussion et la confrontation verbale, et l'aspect super-héroïque de notre famille sert davantage d'illustration visuelle, n'ayant pas d'opportunité pour les utiliser avec un panache réel. Seules les visions imaginaires des numéros musicaux les montrent avec grandeur, très efficacement, mais en vrai, c'est employé de façon très minime. Ça vient aussi en partie du fait que la plupart de ces pouvoirs n'ont réellement aucun apport spécifique dans l'histoire. À part Bruno et ses visions... Nous allons parler de Bruno. Bientôt. Les dons des personnages ont un but scénaristique majoritairement esthétique. Certes, ils sont bien pensés pour correspondre à leur personnalité, donc ce n'est pas complètement gratuit et c'est réfléchi à un certain égard, mais dans l'absolu, on leur aurait donné des pouvoirs tout autres que l'intrigue n'aurait pas changé d'un pouce. Super force, change forme, parler aux animaux, etc. Tout ça n'a pas de répercussions réelles dans la résolution. Il y en a même un ou deux un peu problématiques, je trouve. On est d'accord que Peppa s'est un peu fait entuber. Tout ce qu'elle ressent est affiché publiquement, et chaque fois que ça va mal, les éléments aggravent ça. Alors, contrôler le climat, c'est très cool en soi, mais quand ça repose entièrement et quand ça joue ultimement sur ton humeur, moi j'appelle ça se faire baiser. Et Dolores, je suis pas sûr que ce soit si génial que ça d'entendre tout ce qui se dit à 1 km à la ronde, même si elle semble bien le contrôler. Par contre, d'une part, on est d'accord que c'est légèrement une stalkeuse. Tu as un cœur en or, tes poèmes tu les écris avant de dormir chaque nuit. Oui, ça me ravirait d'être avec quelqu'un qui peut entendre tous mes faits et gestes. Et aussi qu'elle est un peu inconsistante dans l'utilisation de son pouvoir. Elle n'hésite pas à lâcher le morceau à tout le monde en mode commère quand Mirabel garde un secret grave. Par contre, quand son oncle persona non grata se cache dans les murs de la maison, elle le garde surtout pour elle. Non, il n'est jamais parti, chaque jour je l'entendais. Deux poids deux mesures. Mais ces soucis de personnage ne sont pas graves puisque c'est traité à la comédie rapide. Ah, la bonne excuse facile des feignants de l'époque moderne. Et en fin de compte, ça se relie à mon second souci global, une bonne partie du casting est développée juste le minimum. En 1h30, on ne peut pas afficher une dizaine de personnages équitablement. Autrement dit, la grande majorité a juste ses moments de présence rapide, puis la scène de 3 minutes pour se mettre en avant et appuyer son rôle dans l'histoire, et redevenir secondaire juste après. Louisa affirme ses craintes en une chanson forte. Merci ma grande, t'es plus qu'une blague après ça. Un triangle amoureux complexe où personne n'est heureux, quelques moments répliques ci et là et c'est marre. C'est dommage car ce sont tous des personnages très bien caractérisés. Chacun a son tempérament unique discernable et le potentiel d'être très intéressant sur le long terme. Mais on nous donne le minimum. Un minimum viable et suffisant néanmoins. Car le propos central tournera sur le développement de Mirabel, Abuela Alma et Bruno. Nous allons parler de
Dans pas longtemps. Ces trois personnages sont le réel souci narratif du film, et il est intéressant de noter leur aspect un peu paumé à divers degrés. Mirabelle est donc l'héroïne principale, et elle est super choupie. Au-delà de sa jolie trogne et de son animation irréprochable, elle a une très bonne vitalité, et on ressent son attache sans borne à ses proches à de nombreux moments mignons, ainsi que son besoin d'être plus que ce qu'on voit d'elle. Typique de beaucoup d'héroïnes Disney quand on y pense, mais ce qui la démarque bien chez elle, c'est la délicatesse de sa situation qui l'affecte. Je dois vous avouer que le premier quart d'heure, le film ne m'a pas particulièrement convaincu. Les remarques grossières, beaucoup d'expositions en parler et en chanson, on y reviendra, ça ne promettait rien d'extraordinaire. Mais c'est au moment où Mirabelle assiste à la cérémonie de son cousin que ça prend le temps de poser ses émotions dans toutes leurs nuances. La joie et la fierté qu'ils réussissent, mais en même temps la tristesse et la frustration qu'elle n'ont. Le sentiment à la fois simple et complexe qui la submerge alors qu'elle envie ceux qui ne sont pas sur la même sphère qu'elle et qu'elle aimerait rejoindre, montré avec une justesse palpable dans la meilleure chanson du lot pour moi. C'est ce passage qui m'a vendu le film. Très simplement, sa force est dans son héroïne. La peine d'être délaissé, le besoin d'être utile est ce qu'il apporte, c'est rendu avec une vraie puissance et on est happé dans le récit grâce à elle. Récit qui repose sur un conflit familial terre à terre dans l'idée, mais illustré avec beaucoup de brio. Faire la fierté de ma famille. Car Mirabelle apprendra qu'elle n'est pas la seule à en pâtir. Elle découvrira au fil du film que d'autres membres de la famille subissent l'anxiété des attentes qu'on pose sur elle. La chanson de Louisa l'explicite presque directement. Clic, clic, clic quand les gouttes tombent. Oh. Comme le bruit d'une bombe. La plus grande victime de ça, en plus de notre héroïne, restant évidemment son oncle. Nous allons parler de... Oui! Bruno est un personnage comique tragique, majoritairement très réussi. Son éviction de la famille vient de son aptitude à prévoir les malheurs, qu'on a jugé comme une malédiction, et de fait il a vécu une dévalorisation de lui-même à un niveau particulièrement triste. De toute façon, mon pouvoir n'était pas bon pour la famille. Malgré tout, il est attaché à sa famille et reste caché pour colmater comme il peut la catastrophe en cours, n'attendant pas les éloges ou le pardon, mais espérant juste apporter du bien dans sa vie. Quand on se penche sur le personnage et sa situation, c'est difficile de ne pas être triste pour lui. Et en même temps, le côté un peu timbré rigolo qu'il affiche ne fait pas trop tâche, car la solitude et la pression qu'il se donne justifient une telle évolution. Qui sait? Je suis Hernando et je ne perds de rien. En fait, c'est moi. Et certes, on en rit sur le coup, mais ça n'ôte rien au poids du personnage qui représente une sorte de parallèle à Mirabelle. Ce que la considération pessimiste des autres l'a amené à devenir sur le long terme, comment ils se retrouvent tous deux dans leur malheur et comment il la réconforte. Tu es exactement ce que la famille attendait. Il faut que tu le comprennes. Honnêtement, la seule chose qui me gêne vraiment chez ce personnage, c'est comment on gère son accueil à la fin. Une embrassade, 2-3 dialogues, et c'est bon, tout va mieux, 10 ans d'errance oubliée. Mais je pense que ça s'inscrit dans mon problème global numéro 3, les chansons. Les chansons sont très bien, rangez ce couteau. Ce sont des airs rythmés et marquants, la chorégraphie et les illustrations ont une vie indéniable, mais le texte de la moitié d'entre elles, c'est de l'exposition dialogue qui force le style. Peut-être que Lin-Manuel Miranda, abonné des planches, a l'habitude de faire ça dans des comédies musicales sur scène, mais je ne supporte tellement pas ce genre de numéros musicaux qui font passer non naturellement du texte qui passe plus naturellement sans ça. La présentation de la famille Madrigal n'a pas besoin de se dire en chanson. Les commérages sur les absents n'ont pas besoin de se faire en chanson. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Parlons plutôt de Louis, oui, oui, oui. Et le pire exemple est à la fin, où on boucle toute l'histoire et plusieurs sous-intrigues, avec le même numéro musical. On prend pas le temps de poser des dialogues qui respirent, ou des blancs pour assimiler un développement de personnage. Tout s'enchaîne en chantant, presque comme le cliché qu'on se fait d'une comédie musicale. Tu es fort, mais parfois j'ai de la peine. Mais on t'aime. Tout d'abord, je tenais vraiment à m'excuser. Hey, l'essentiel est que tu sois rentré. Notre fille est devenue grande. Elle te ressemble. Vivre dans un donjon, c'est difficile. La force d'un bon numéro musical, c'est d'appuyer un ressenti de personnage ou une avancée dans l'histoire avec un certain lyrisme. Ce n'est pas lyrique ça, vous chantez juste ce que vous devriez vous dire. Et quitte à finir de la belle linchale, la petite théâtre du chipotage. C'est pour ça que le café, c'est pas pour les enfants. D'ailleurs, c'est qui le parent irresponsable qui laisse son garçon se promener dehors avec une tasse de café à la main? En passant, les deux filles sont presque aussi excitées que lui et n'ont pas l'excuse.
Bizarrement, il y avait beaucoup moins de monde à la cérémonie de Mirabel qu'à celle de son cousin. Ils se sont peut-être dit après coup que plus il y a de témoins, plus ça a de chances de marcher. Oui, les animaux sauvages ne gênent personne, même le tigre et le serpent. On attend les maris sans pouvoir pour la photo, mais pas elle. Sympa. D'accord, pour quelle raison a-t-on besoin de déplacer une église en plein jour? Je veux une réponse précise à ça. Oui, ça, ma maison est penchée. Et pourquoi cette maison était-elle penchée? Le grand Hercule avait peur face à Cerbère et sa violence. Et zut, ça veut dire que c'est pas un univers partagé. C'est l'ami des rats. Vous imaginiez un autre? Bruno devait vraiment se taper tout ce chemin chaque fois qu'il voulait entrer ou sortir de sa chambre. Il m'étonne qu'il ait fini par perdre la boule. La panique d'Antonio lui fait inconsciemment dire à ses animaux de reconstituer la vision. C'est pas de veine. Est-ce que les animaux d'Antonio ne devraient pas redevenir sauvages et s'attaquer aux gens après ça? Où tu l'as piqué, ce cheval? L'étoile ne brille pas, elle brûle. Ben, l'un n'empêche pas l'autre. Il reste donc à parler du troisième personnage clé du film, la Abuela Alma. Et c'est de loin le meilleur antagoniste à rédemption que Disney ait fait ces dernières années. Tout ce qui va mal dans cette ambiance familiale est de son fait, et c'est dû au besoin de bien porter leur nom, d'être utile au grand tout, avant toute chose. Je suis persuadée que nous trouverons un parfait usage de ton pouvoir. Ce sera un mariage si harmonieux Tellement parfait. et tellement bénéfique pour notre Encanto. Elle enlise sa famille dans cette espèce de perfectionnisme toxique assez désolant à voir. Ça crée donc un conflit central avec Mirabel, qui dans son squelette n'est pas sans rappeler un autre conflit Abuela Nieto déjà fait par Disney quelques années plus tôt. Et pour être juste avec Coco, ce film réussit certaines choses mieux que Encanto. Il y a une créativité visuelle nettement plus vaste, une sensation d'aventure plus palpable, et la culture mexicaine au centre se met en avant avec une puissance indéniable. Là où pour Encanto, à un élément près, ça aurait pu se passer ailleurs qu'en Colombie, qu'on n'aurait rien perdu narrativement. Mais le conflit familial central se fait laminer du côté de Coco si on part comparativement sur ce terrain. D'une part parce que le personnage n'est pas traité en gros stéréotypes bruyants, mais aussi parce que ses motivations et sa rédemption ne font pas grossier et bâclé. Et puis aussi les parents sont des crèmes dans Encanto alors que dans Coco ce sont juste des gros suiveurs sans intérêt. Chaque confrontation d'Alma avec Mirabel nous fait ressentir le poids de l'exigence qu'elle affirme. La meilleure chose à faire quand on veut aider et qu'on n'y arrive pas, c'est de laisser faire les autres. Et à la fin, lorsqu'elle est confrontée à ses fautes, on ne se contente pas de la faire virer à 180 degrés facilement. On donne une raison valable à son comportement en rattachant ça à un événement atroce du passé, réminiscent d'une affreuse guerre civile qui a eu lieu dans le pays. Et Mirabel comprend d'où elle vient en même temps que nous. Cela permet au spectateur de réellement pardonner ce qu'elle a fait alors qu'elle s'excuse elle-même. C'est un film qui ose appuyer qu'un personnage au passé tragique peut être dans le tort en ne lui enlevant pas la force de ce trauma-là. Et en rajoutant pas un super méchant surprise à la fin pour qu'on oublie que le problème de base c'est qu'elle s'est comportée en connasse. Et cette dualité duel entre ces deux-là représente toute la signification du final pour Mirabel. Beaucoup de gens trouvent dommage qu'elle n'ait pas reçu de don à la fin, mais je pense que depuis le début c'est le but. Elle n'a pas de pouvoir direct, tout comme sa grand-mère, parce que comme sa grand-mère, elle est là pour guider la famille. C'est pour ça qu'elle a un lien spécial avec la Casita, qu'elle s'inquiète des préparatifs, qu'elle corrige ultimement la situation branlante de cette pression familiale qui a besoin d'éclater un peu littéralement. Elle doit être la nouvelle responsable de maison dans le futur en succédant à Alma, c'est sa grande consécration de fin. Et elle prouve ce faisant qu'elle n'a pas besoin de super pouvoir pour être un atout majeur. Ah, Buddy aurait adoré voir ce film. Et au bout du compte, il y a ce compromis assez touchant qui se forge entre être soi-même et œuvrer pour une communauté là où c'était déséquilibré au départ. J'ai toujours eu du respect pour les œuvres qui savent prôner les nuances et Encanto en est un très bon exemple à travers son message et ses personnages centraux touchants et bien pensés. Et pour rester dans le domaine de la famille traditionnaliste toxique chez Disney, on verra la prochaine fois que ça ne réussit pas toujours aussi bien. C'était Mayelec et vous allez en voir du rouge. Mes roses sont roses, fleurs des maillots. Merci de l'attention, je préfère les jonquilles.